Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les resynthétiseurs IDS. Donc on va dans le dossier IDS application, on choisit IDS Resynthesis LEP et on clique sur IDS Resynthesis LEP.pd et on le lance. On a donc deux fenêtres, une fenêtre IDS Profiles qui est noire pour le moment, puisqu'on n'a pas choisi de fichier, donc on n'a pas encore à disposition de fichier .jpeg de portrait IDS à tracer. Alors, la première chose qu'il faut faire la première fois qu'on lance l'application, c'est aller dans le patch, le sous-patch qui est là, Default Web Files. Donc on l'ouvre. Et ici, en fait, on a un réglage qui est valable pour une autre machine. Donc du coup, il va falloir modifier le paramètre associé au mot-clé location. Donc pour ce faire, on va dans Finder, on va dans IDS Data Resynthesis, on va dans DataLep, dans Web Origin Files, et on choisit par exemple le premier, et on demande à lire les informations dessus. Ici, on a une information sur l'emplacement du fichier, donc on le copie cette information, et on vient la reporter. Alors pour ce faire, il faut passer en mode édition, on vient la reporter ici, à la place de ce qui figurait avant. Voilà. Je déplace un petit peu. Voilà. On peut fermer. Alors il y aurait éventuellement le même genre de choses à faire dans ce deuxième sous-patch WebPass, puisque là aussi l'information, ah non, l'information qui est là, elle est pertinente par rapport à celui-ci. Donc une fois qu'on a fait ça, on a intérêt à sauver et à s'assurer qu'on n'est pas dans le mode édition. Donc là c'est le cas. Donc j'appuie sur le bouton associé à Default Web Files et je vois apparaître 1, 2, 3, 4, 5 propositions de noms en .web et je vais considérer celui-ci pour la démonstration. Alors, une fois qu'on clique sur un nom de fichier au format .wav, on a dans la fenêtre IDS Profiles, on a l'affichage du profil IDS. Donc là, on a quelque chose qui va être un son stéréo avec des différences entre, même si elles sont minimes entre les deux voix, ce qui donne quand même en fait des endroits où on voit en fait qu'il y a deux courbes, une en rouge, une en noir. Donc rouge, hein, c'est la voie gauche, noir, c'est la voie droite. Quand j'ai cliqué sur le fichier, ça a déclenché le début de la lecture. Et j'ai arrêté cette lecture grâce finalement à la barre d'espace qui permet de basculer entre jouer et arrêter la lecture. Donc par exemple, j'ai lancé et arrêté la lecture. Alors ce qu'on a entendu en fait c'est le contenu de la sous-bande 7 puisque c'est la seule ici qui est cochée. Et la sous-bande 7, si on va regarder ici, 7 c'est entre 1800 et 3000, la zone de plus grande sensibilité de l'oreille pour un certain nombre de phénomènes. Ce que l'on peut faire aussi, c'est passer en revue en fait le contenu des sous-bandes. Comme on utilise comme système de diffusion le haut-parleur d'un ordinateur portable, on n'entendra pas forcément toujours quelque chose dans les sous-bandes, puisque ce système de diffusion ne peut pas passer ce qui se passe dans le grave. Donc du coup, pour entendre du contenu dans les bandes graves, il faudrait utiliser un système de diffusion conséquent avec un caisson de basse ou aller éventuellement dans une installation audio, si vous en avez une à disposition. Donc commençons par écouter le contenu de la sous-bande 1. Bon, on n'entend pas avec ce système de diffusion. Sous-bande 2. Sous-bande 3. Sous-bande 4. Sous-bande 5.
sous bande 6, sous bande 7, sous bande 8, sous bande 9, sous bande 10. Ça, c'est pour l'écoute en fait du contenu des bandes prises une par une. Ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser le portrait et procéder à la reconstruction, à la resynthèse objective, en partant en fait de la sous-bande où il y en a le plus d'énergie, sous-bande 2, puis en rajoutant au fur et à mesure les autres. Donc, sous-bande 2, ce que l'on peut aussi faire, c'est comparer avec l'original. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en sélectionnant les 9 premières sous-bandes, on a quelque chose en fait qui semble relativement proche de l'original. Alors, il y a aussi un autre bouton qui est Complementary Subband, c'est-à-dire la sélection complémentaire. Et du coup, si je clique dessus, alors que j'avais tout sauf la bande 10, je n'ai plus que la sous-bande 10. Et ça donne pas à peu de niveau. Mais par contre, ça peut permettre en fait une autre approche qui consiste, partant de toutes les sous-bandes, de rajouter en fait au fur et à mesure les sous-bandes qui n'ont pas peu d'incidence et voir en fait ce qui reste, qui pourrait être considéré comme une version approchée mais suffisante de la scène initiale. Au lieu d'utiliser les boutons play et stop, on peut utiliser la barre d'espace. Pour activer les sous-bandes, par exemple la sous-bande 3, on peut taper 3. Et à chaque fois qu'on tape, ça l'active ou ça les désactive. Donc pareil, hein, jusqu'à 0 qui est pour la sous-bande 10. Et on a le C pour la sélection complémentaire et O pour l'original. Donc et du coup, on pourrait voir s'il y a une grosse modification si on enlève par exemple la 6. Et ainsi de suite, affiner finalement la sélection des sous-bandes nécessaires à avoir quelque chose qui sera un résumé. Ce qu'on peut aussi faire, c'est isoler une section. Par exemple, si je mets juste 2, 3, 2, 3, 4, qu'est-ce que ça donne? Donc avec juste 2, 3, on a peut-être plus accès à l'information dans les basses fréquences. On pourra envisager d'aller faire aussi 7, 8. Avec 8, 9, on a peut-être plutôt accès à ce qui se passe du point de vue de la section rythmique, mais dans les hautes fréquences, et ainsi de suite. Donc du coup, pour un autre type de signal, ça pourrait éventuellement servir à aller isoler les informations associées à des pupitres, par exemple, et pourquoi pas faciliter la prise en note de la partition.
Donc ça, c'est une des choses que l'on peut faire. Une autre approche consiste à non pas partir du poids objectif des sous-bandes, mais de leur poids subjectif, c'est-à-dire en fait de la sensation sonore qu'elles génèrent chez celui qui écoute. Alors à ce moment-là, ce qu'on peut essayer, c'est de faire une reconstruction donc du signal, mais en partant des bandes qui nous paraissent le plus énergétiques, celles qui nous procurent une sensation la plus conséquente. Alors il semble que ce soit entre la bande 6 et la bande 7. Peut-être même la bande 7. Du coup, l'idée, c'est, partant de la bande 7, de remettre des sous-bandes jusqu'au moment où on a quelque chose qui nous paraît relativement proche de l'original. Donc, allons-y. C'est peut-être 4 d'abord. Ouais. Puis après 3 ou 5. Après 2 ou 5. Et on a peut-être aussi oublié 8. Ouais, 8. Mais d'ailleurs, est-ce que par rapport à 3 et 4, peut-être 4 plus énergétique quand même, perceptivement, que 8. 8 apporte plus d'informations. Il reste 3, 5. Alors quand c'est difficile, on peut aussi éventuellement passer par la sélection complémentaire et enlever, par exemple, si j'enlève 5, il ne reste que 9. 9 aurait plus de poids. Du coup, ensuite, entre 2, 3, 4... Enfin, 2, 3, 5 plutôt. Donc c'est peut-être 5. Et ensuite, ça va jouer entre 2 et 3. Donc peut-être 3. Là, on arrive sur des choses qui sont peut-être difficiles dans les conditions d'écoute actuelles pour déterminer en fait ce qui est plus ou moins intéressant du point de vue perceptif. Mais disons que ça représente en fait une autre manière d'attaquer en fait le problème de la resynthèse, c'est-à-dire non pas par rapport à la construction proposée par la répartition objective de l'énergie, et donc la balance spectrale objective, mais plutôt à partir de quelque chose en fait qui serait peut-être une approche plus perceptive. Donc ça c'est ce que permet l'analyse IDS et que ne permettra pas par exemple l'analyse par Fourier ou par ondelette. Ce qu'on a aussi en fait,
Dans les autres patchs, ou sous-patchs plutôt, on a un patch avec l'information sur qui a, qui a travaillé notamment par exemple à la programmation, quelles sont les institutions qui ont supporté le développement de ce genre d'outils. On a le patch Analysis qui va lui permettre de donner accès à une bonne partie en fait de ce qui se cache derrière l'interface. Donc par exemple, comment on réalise la prise en compte des touches, enfin de l'appui sur la touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de la touche C, de la touche O, etc. ou de la touche espace. Comment générer la sortie. Voilà. Que se passe-t-il? On a en fait une dizaine de lecteurs en parallèle qui correspondent à chacun des sous-bandes. Et puis on pourrait aller regarder ce qu'il y a dans chacun d'eux, pour voir comment ils sont réalisés. Voilà. Donc du coup, l'ensemble en fait du cœur de l'application est disponible pour une modification. Alors il y a une chose qu'on n'a pas encore vue, c'est le patch qui est là, qui s'appelle Remixer. Donc si je l'ouvre, on a autant de potentiomètres verticaux que de sous-bandes, et en plus un réglage de niveau. Alors, on va commencer par baisser un peu le niveau, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le poids, puisqu'on va modifier, on va augmenter ou diminuer en fait le poids de quelques-unes des sous-bandes. Donc je pars de l'hypothèse que j'ai toutes les sous-bandes. Et je vais aller regarder. Donc on voit que même la sous-bande 0 a une incidence. Donc on voit que même la sous-bande 0 a une incidence, mais elle va se manifester sous la forme de l'apparition tout d'un coup d'une espèce de saturation. Donc regardons ce qui se passe pour d'autres sous-bandes. Donc la sous-bande 2, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est passé un certain seuil qu'on s'aperçoit que tout d'un coup il y a une résonance qui tourne à plus ou moins la saturation. On a plus d'impact a priori sur plus de latitude à changer de la sous-bande 3. Alors si on veut retrouver en fait les valeurs par défaut, il y a le reset, mais ça affecte aussi le niveau moyen. Alors, regardons par exemple la sous-bande 7. Donc l'idée, c'est éventuellement avec ce remixeur de pouvoir modifier la balance spectrale et ou éventuellement même de s'en servir comme la base pour aller tester l'incidence d'une légère modification d'une sous-bande. Et du coup, ça renvoie à l'idée en définitive que du point de vue perceptif, c'est peut-être plutôt des modifications par rapport à l'ensemble plutôt qu'une notion de seuil, une notion de seuil quand il y a uniquement une sous-bande isolée. C'est-à-dire qu'il y a des sous-bandes, on va peut-être pas les entendre même en étant fort, alors que par contre une modification de leur poids va donner une manifestation peut-être plus sensible. Donc c'est une autre utilisation en fait qui pourrait être faite de ce genre d'outil. Voilà, donc on reset. Alors une dernière application de ce genre d'outil serait une application ludique qui consisterait à rajouter, enlever à la volée des bandes, à basculer entre l'original, une sélection de sous-bandes, la sous-bande complémentaire, etc. un peu à la manière d'un DJ. Donc c'est ludique, faut voir, puis éventuellement envisager de modifier un peu le patch pour qu'il soit plus adapté à ce genre d'application. Donc à voir.
Donc je vais enlever les sous-bandes 1 et sous-bande 10 et c'est parti. Et ainsi de suite. Bon, hein, c'est une très maladroite démonstration de ce genre de choses, donc je ne suis absolument pas spécialiste, vous l'aurez compris. Donc voilà un petit tour de ce que l'on peut faire avec les resynthétiseurs. Alors je rappelle, hein, la première des choses à faire, ce sera d'aller dans le patch qui est ici, et d'aller modifier le paramètre du champ location, de manière à ce que vous puissiez utiliser les fichiers que vous avez analysés. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, de cette vidéo. On n'a plus qu'à quitter.